Bonjour, ici Catherine Dionne et bienvenue à cette nouvelle édition de The UXer. Aujourd'hui, nous avons pour vous une entrevue enregistrée au Web à Québec avec Chris Govias, chef du design au Service digital canadien. Il va nous parler de la conférence qu'il a donnée au WAC, Private to Public, Transforming Government with Lessons from the Private Sector. Également, nous rejoindrons Jean-François qui interviewe Anne-Josée Lacombe, responsable de la médiation numérique au Musée national des beaux-arts du Québec. Nous vous rappelons également que les entrevues enregistrées au WAC sont également disponibles en vidéo sur notre site internet theuxer.com. Merci d'être à l'écoute. Bonjour Jean-François. Bonjour Catherine. Il y a quelques semaines, on est allé au WAC. C'est un des plus gros événements numériques francophones en Amérique du Nord, si ce n'est pas le plus gros. Jean-François et moi, on est allés dans le cadre d'une collaboration avec eux et on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs professionnels et ils nous ont accordé différentes interviews. L'un de ces professionnels était Chris Govias. Il nous a parlé de sa conférence Private to Public, Transforming Government with Lessons from the Private Sector. C'était très intéressant. Il en a tiré des grandes leçons sur les interactions complexes qu'on a actuellement avec le gouvernement puis comment lui, dans son intervention, il arriverait à les simplifier en appliquant des principes de UX. Ouais, une personne super intéressante qu'on avait rencontrée aussi à Cannes UX l'année précédente, qui n'était pas encore officiellement, faisait pas encore officiellement partie du gouvernement canadien, qui était plus dans le gouvernement anglais au niveau des prisons. Hein. Il nous avait fait une présentation à Cannes UX au niveau des prisons, puis de la façon dont on gérait justement le système de demande de visite. C'est assez spécifique, mais il y a du UX là-dedans aussi. Oui, puis il me disait que c'était à cause de ce projet-là, en fait, qui avait été finalement abordé par le gouvernement canadien parce qu'il s'intéresse en ce moment particulièrement aux problématiques liées à l'immigration. Donc, c'est des sujets qui sont quand même difficiles, c'est différent, mais qu'il y avait des problématiques qui se ressemblaient dans le sens où les immigrants arrivaient, il n'y avait pas nécessairement la connaissance du système, il y avait besoin d'avoir de l'information du gouvernement, mais le langage, tout le système à l'interne, c'était beaucoup du vocabulaire interne. Donc, quand tu n'es pas au gouvernement, c'était difficile à comprendre. Puis lorsque c'était le temps d'arriver pour te faire ta demande d'immigration, en plus, ben, tu avais un gros stress. Donc, on peut faire un parallèle entre une demande de visite en prison et une demande d'immigration au Canada. Étonnamment, oui, il semblerait, parce qu'au niveau du degré de stress, puis au niveau la complexité, c'était très complexe en Angleterre. Là. Puis aussi au niveau du fait que c'était désagréable comme expérience. Déjà, donc, ouais. il disait lui-même, en ce moment, c'est long, c'est complexe et c'est pénible. Puis les gens reçoivent des messages qui sont très stressants, des messages qu'ils ne comprennent pas, puis qui leur demandent de faire des actions qu'elles également ne comprennent pas. On sait qu'en ce moment, pour les gens qui font des demandes d'immigration, le processus est tellement complexe qu'il y a des sites web qui sont créés, qui sont des sites web complètement extérieurs au gouvernement, dans lesquels le processus est vulgarisé parce que c'est trop compliqué. Ça. Les gens se sont rassemblés. Ouais. Les gens se sont rassemblés pour partager de l'information, puis génial. Ça peut aller, ça va à différents degrés où est-ce qu'il explique le processus complet et ça peut aller jusqu'à, vous savez, lorsqu'on vous demande telle chose dans tel document, dans tel formulaire, tricher. Ben en fait, c'est ça que ça veut dire, mais c'est juste pas écrit du tout de la même manière. Donc, c'est vraiment très complexe. C'est un beau signe de malaise au niveau de l'expérience utilisateur quand il y a des sites qui poussent autour du site principal pour le hacker, finalement, pour vraiment passer à travers, pour le comprendre, mais surtout pour peut-être aussi, il doit avoir, comme tu dis, répondez ceci, vous aurez plus de chances de devenir citoyen. On peut le deviner, là. Mais en fait, c'est surtout, répondez ceci parce que la réponse que vous cherchez, le nom qu'on vous demande, c'est pas le nom du formulaire qui vous a été envoyé. Donc, il faut que vous fassiez un peu deviner un peu à tâtons qu'est-ce qui va avec quoi. Donc, c'est assez complexe. Puis, Chris Govias, lui, a été engagé par le gouvernement canadien, finalement, pour simplifier ce genre de processus-là puis avoir un gouvernement qui est plus ouvert. Mais ils ont un beau mandat, là, le service dont on a rencontré les représentants, dont on a fait une entrevue aussi avec Annie Leblond. Ils ont un gros mandat devant eux de numériser le gouvernement canadien, ou du moins de s'assurer que l'expérience utilisateur en général, elle est respectée, de mettre tout ça aussi en open source. C'est gigantesque. Un gros mandat, là. Ouais, c'est gigantesque quand on sait qu'il y a une grande partie de l'information qui est encore dans des classeurs papier. Donc, c'est des gros processus, puis ça va demander une grosse équipe. D'ailleurs, l'équipe est en expansion. Donc, on va aller écouter ce que Chris Govias avait à nous raconter justement sur son expérience dans le gouvernement canadien. Allons-y. So I've just presented a talk about
the public sector and how we can take lessons from the private sector in order to make it more efficient and better. And you are working for the private or the public sector? I'm working for the public sector. I'm the Chief of Design with the Canadian Digital Service, or Service Numérique Canadien, Chef de Design, Chef de Conception. But we are a small group in the federal government. We're very new. We've only been around since July. And our goal is to create simple, easy-to-use services for all Canadians. Like, are looking for services for taxes or more specific services? Right now, it's quite specific. Okay. We're trying to find departments and other government departments that are ready to work with us, understand the value of bringing design, technology, service design, user experience, all of these things into one place to create fantastic results. So we're doing some amazing work with the Immigration Department and also with Veterans Affairs, Natural Resources Canada, and we're hoping to do much, much more as the team grows. We'll be able to. Yes, right now, and I'm going to use immigration as an example, Yes. We're doing some work with citizens and people who are about to become citizens. And that's very, very public-facing work. It's for everybody who's about to become a Canadian. And right now that process can be quite difficult. There are many letters that are sent in the mail. You receive it, you open it up, it tells you you need to be at a place at a certain time. And there are some difficult pain points for people. We're working with the immigration team and that department in order to try and resolve those pain points, make it slightly easier. And we're only doing this much in the immigration process, Okay. but once we do that, Yeah. then we can do a bit more and a bit more and a bit more. And our goal is to be able to make the entire process simpler and easier so that it's much, much better. Okay, and what kind of application are you looking for? Are you looking for issues more about language or about the process? What are you looking for? So when you become a citizen, and Yeah. I did this in the United Kingdom, Yeah. it's a very difficult process. You end up filling out lots and lots of paperwork, supplying documents, and then you send them in, and you never hear anything. Okay. You just send it to the government, and c'est tout. A little Right. stressful. It is. It's very Okay. stressful, and it's a very emotional process for Yes. people. It's a moment where it's an incredibly important moment in their life, and they never know what's going to happen next. So we're doing work to try and be more transparent. Okay. Tell people, thank you for your application. You will hear from us in a few weeks' time. You'll get an email. And we're trying to make it easier that at every single point, we're open, we're transparent, and the person who's going through the process knows what's going to happen next. So I'll give you one example, and at a certain point in your citizenship process, you need to take a test to show your knowledge about Canada, Okay. and that, you've done your homework and you're ready to become a citizen. Well, you may work and you may have to travel for business, or you might have holidays planned, des vacances, and one day you get a letter and it says, notice to appear. You Okay. must show up here, you must bring identity documents, so on, and it's very, very stressful. Yeah. It's just, you're not expecting it, it just says, and you must show up within a certain number of days from Okay. the day of this letter. Wherever you are. Now imagine if you've been on holiday or on business and you come back and you find this letter and it's 6 days old. That means you only have a few more days before you have to be there, and if you have meetings or another trip or a doctor's appointment, it can be very difficult. So what you need to do is you have to reschedule that time. Well, that's very difficult right now because there's no easy way. You could call and speak to the call center, but at the call center, they can't actually reschedule you. They don't have the software. They can leave a note for someone in the local office to reschedule you, or they can send an email and that will be distributed to a local office, but there are many different steps. Kind gonna of old school. Yes, it is quite old school. That's an excellent word. What we want to do is we want to allow the person to actually schedule it themselves. Because right now they have to write a letter back to the government and send it in the mail, and hopefully they get a response. We want them to be able to send an email and say, I would like to come on a different day. I have a doctor's appointment. I have an MRI. I have travel. I have holiday. And then we can say, sure, that's fine. Those are great reasons. We'll reschedule and we'll tell you when it is. So that's some of the actual physical things we're doing. We're doing a lot of really interesting work around the actual words and les mots that you receive, trying to make them less scary. Instead of notice to appear, you must provide identity documents. Now we're saying, congratulations.
you've made it to the next step in your citizenship process. And the difference is, when you receive a letter from the government, it's a very anxious thing, you know? Is it a good thing? Is it a bad thing? I don't know. And when you see all of these capital letters, the majuscules, you think, oh, this is very important, this is very bad. Yeah. So we're trying to say, no, this is a good thing. Don't panic. You've made it to the next step. All we need now is for you to write a test and bring along some documents. It's because also there's a lot of visual code that it's like an error message Yes. or an urgent message. Yes. For That's the precisely user it. Experience is not that. And one of the things I talk about is that government is never going to be delightful. No one is happy to have to file taxes or get a new passport. It's difficult, it's exhausting. But maybe we don't have to be delightful, but we should be pleasant. We should be human. And that's a big part of what we're doing. There's a lot of countries that are flirting with the concept of e-citizen too. Mm-hmm. What are you thinking about that? I'm thinking that's a very big problem, and we don't know enough about it ourselves yet. Okay. So I would like us to, well, tackle it like a design problem. Start with research. Understand what that really means. How do we provide identity? And countries like Estonia have done incredible work around, from birth, they understand and they know. The United Kingdom is trying to do something with gov.uk Verify, and that's ensuring that we know who that person is throughout the entire process. We're going to do that in Canada. I'm sure of it. I'm not sure it'll be me or my team, but we are going to achieve it as the public sector. We have to. Do you think that we are far away from this point? Oh, I don't know. You don't? I don't really know. There's a joke that developers are very good at coding and terrible at estimating. And I'm not a developer, I'm a designer, but I hope that that's within 5 years. That's my goal. I would love that. I would love it if it were 2 years, but I'm going to be realistic and optimistic and say within the next 5 years, I really think we'll begin doing the hard work around e-citizens and identity. I think we should have the most ambition possible. Small teams of very smart, talented people like the teams I work with, they're fantastic and they can achieve anything. And one of the things I keep telling them is you can get anything done if you don't care who takes credit. And we shouldn't take credit. This is for Canadians, it's for every Canadian. For us to try and say, look at all the work we did, we're so good, that's the wrong attitude. We should have done this work a long time ago. We should have made Canadians' lives easier so much, so long ago, that we're finally doing it now, so let's just get to work. And you were talking about what we can take from the private sector and apply it to the public sector. What kind of things that you're thinking about? So I had some examples? I had 6 examples. They're things like you have to be agile. And this doesn't mean you're doing Scrum and stand-ups and retrospectives, but it means that your culture and your organization is agile from the top down. So we have a tremendous minister, the Honorable Scott Bryson, and he uses this soundbite. He says, we cannot be a blockbuster government in a Netflix age. And I quite like that. It's quite fun, right? Like it tells you a little bit about the perception of government. But he's right. We need to be quick. And because he believes that, we can do some nice things. We can work on something, and when it turns out that that's actually not the right thing to do because our users or the people have told us, no, that's wrong, I need it this way, we can move, we can change. Now imagine 5 years ago in government, if I had said, well, we promised we were going to give you this, but we learned we should be giving you this, so we're going to do this now. That would never have happened. The organization would have been like, no, give us this, give us what you told us. Now we can do whatever is required. We can do the right thing, we can move, we can learn from our users, we can learn from the public and say, okay, we have to make small changes. But part of it is also that we're starting with research. So we go and we talk to those people first and foremost. So we're not just building something that we think is right, we're building something that we know is grounded in a real need. Another example I can say is that I said there is an opportunity for delight occasionally in government, the idea of congratulations versus notice to appear. I said it's very important to have a coding environment where you can make constant changes. So if you find a bug, you can fix it right away and you can make it live. You don't have to wait 3 months or a year before you get to
submit your code. We need to be very quick, and cloud has allowed us to do that, and getting cloud in difficult was a bit tricky, but getting cloud in government was a bit tricky, but we're working on it, and we're trying to make it easier for everyone in government to get those things. I also talked about how when you take a designer and you put them with a developer, you get fantastic results. Developers, pair programming has been around a long time, but I very much advocate for designers and developers sitting together, and we've seen great results from that already. So for example, we're doing some work with the Natural Resources Canada Department. Excellent people, and they wanted to make their data available. So we said, okay, we'll build you an API, but if I say, Minister, we've built an API, that's not something that he can show off. So very early on, we decided, rather than just lines of code, we could create a very, very small front-end tool to allow people from natural resources and ministers and deputy ministers and all the important people to see the power of the data. So they can say, oh, well, I would very much like to see the home energy ratings for this postal code. And they can put it in. All of the work happens behind the scenes in the API, but they're able to see the results. And that means they can see the benefit. They can see how this would help city planners develop smart cities with better infrastructure for electricity usage. They can see the benefits of how, if you're a homeowner, that you may wish to invest in things like renewable energy or better insulation. So we're trying to make sure. Will be able to look at this data. We're hoping. Okay. That's part of our process with Natural Resources Canada. Is we're working with them now, and we're finishing this API up, and we really want to continue with them. We want to make sure that they unlock this data for everyone, so that if you own a house, you can know, are your heating bills worse than your neighbors? Like, where do you leave your windows open at night? Are you trying to heat your home to 28 degrees in the winter, because it does get cold here? So. And do you have another department that will do the same kind of work, like for finance? We're so lucky because we're new, and I think because we're a bit exciting. A lot of different departments want to work with us. We're doing tremendous work with Veterans Affairs Canada, also the Immigration Department. That means we're also looking a little bit at passports. We're hoping to understand a bit of the problem there. I would love to make passports as simple as they are in the United Kingdom. In the United Kingdom, I can do it on my smartphone and then take a photo, and we're done. Like that? Yeah, like that. Oh, wow, I mean, it was very difficult to get there, but I would love to do that here in Canada. I would think that's the right way to do it. It's kind of a big move, because it takes a lot of transparency for the process from the government too. Yes. And do you have does the government enjoy the process? Well, yes, sometimes. If I can say it like that? Of course, I think that's a beautiful way to say it. Sometimes we are open and we're transparent because we're committed to being open and transparent. And sometimes that works really well. And the government department we're with is excited about that because they're used to that. Sometimes the government department is less used to that, and it can be a bit scary. Okay. But the thing is, we exist, and le Service Numérique Canadien, like Canadian Digital Services, we're here to do things differently. Okay. And different is difficult. And because of that, we need to spend time with our other government departments saying, look, we're going to blog, we're going to tweet, we're going to talk about the work we do, and it's okay. It's not the end of the world. It's kind of Ce n'est pas la fin du monde. No, it is. But if we bring them along the journey, if we show them how we're doing it, and that we're on their side and we're just here to help, because we are just here to help, that's one way that we can make it a little bit better. And that's one way we can alleviate some of those fears. So you can improve their work, their experience, and the experience of the citizen. Yes, and like I said, there's no amount of work that you cannot do if you don't care who takes the credit for it. So we want our partners to be fantastic. We want them to succeed and be better for the Canadians they help, and we'll just keep doing it. Si vous voulez en savoir plus sur le Service digital canadien, nous vous conseillons bien entendu de consulter le site principal, donc digital.canada.ca, ou le site de Chris Govias. Vous retrouverez les liens vers ces sources sur notre site Internet. C'est maintenant l'heure d'écouter l'entrevue de Jean-François. Jean-François, qui as-tu rencontré cette semaine?
Alors, j'ai rencontré Anne-Josée Lacombe, qui est la responsable de la médiation numérique au Musée national des beaux-arts du Québec, à Québec, évidemment. Et c'est intéressant parce que, bon, évidemment, on se doute qu'il y a une expérience utilisateur dans les musées. On le voit, on y va à chaque fois qu'on va dans un musée. On sait qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi à la façon d'exposer les œuvres. Et j'ai parlé avec Anne-Josée parce qu'elle a une perspective très UX de son métier. Elle prend vraiment la peine puis on va l'entendre dans l'entrevue, elle prend vraiment la peine d'étudier par tous les moyens les expériences que les utilisateurs font et de les encourager beaucoup à participer. Elle va nous dire dans l'entrevue qu'ils ont fait une exposition où ils encourageaient les gens à peindre, mais de façon digitale, sur un mur avec l'aide d'une technologie. Et donc, ça permettait aux gens de peindre, mais de voir que les gens aussi autour d'eux se disaient « Oh, c'est intéressant ce que vous avez fait là. Est-ce que je peux ajouter? » Ou à l'après, ils allaient faire quelque chose Donc, aussi quelque chose ajouter de à ça. très collaboratif, finalement. Collaboratif, participatif, ouvert au jugement de ton prochain qui est derrière toi, puis qui attend même qu'en même temps qu'il se dit peut-être que je peux participer. Puis c'est intéressant parce que dans son processus UX à elle, je lui demandais est-ce que tu fais des sondages, est-ce que tu vérifies avec tes utilisateurs ce qu'ils ont aimé ça? Puis elle me disait oui, en partie. Évidemment, il y a les statistiques de cette application-là que les gens utilisent, mais il y a aussi les gardiens, les gens qui sont dans la salle, qui sont là tout le temps, qui sont des mines de renseignements aussi, à qui elles posent des questions, à savoir ce que les gens aimaient ça, comment ils ont réagi, combien de temps ils utilisent l'application. Mais ils sont aux premières loges. De Absolument. toute façon, quand c'est le temps, c'est comme quand on va vers une entreprise, puis on interroge les gens qui sont au téléphone avec les clients. Donc, tout à fait. Eux sont au premier rang. Les grands rang. oubliés. Oui. Exactement. Oui, c'est vrai. En consultation, souvent, on va demander à notre client, est-ce qu'on peut consulter vos gens qui sont derrière les téléphones et qui sont les premières lignes des gens qui appellent votre entreprise, qui se plaignent parfois ou qui veulent remercier ou autre, c'est eux à qui il faut parler parce que il faut évidemment, idéalement parler aux clients, mais eux ont eu accès à des milliers des clients de l'entreprise. Mais on sait aussi que le Musée des beaux-arts, qui a tout un volet qui est très poussé au niveau de l'expérience utilisateur, puis ils ont ce souci aussi de construire chacune de leurs expositions avec un souci de l'accessibilité, puis de rendre ça comme un petit peu plus qu'une exposition standard, si on peut dire. Ah, vraiment, puis il y a une partie dans l'entrevue, elle va nous parler aussi où ils ont fait une exposition à l'intérieur d'une cellule. Et tu es assis dans la cellule et ils ont reproduit l'expérience audio que tu vis. Il y a une histoire qui est racontée, mais il y a les bruits des portes métalliques, parce que, bon, évidemment, dans cette partie-là de l'exposition, les portes ne se ferment plus. Mais le bruit, l'impression que tu peux avoir si tu fermes les yeux, donc tu vas être en immersion complète. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller jusque-là. On n'est plus dans un musée où tu regardes une œuvre sur un mur. C'est une coche plus loin encore. Je pense que les installations interactives et tout ça, c'est assez naturel dans des musées historiques, de civilisations archéologiques, etc. Dans les musées d'art, ça allait un petit peu moins, dans la mesure où déjà, il y a un a priori sur les musées d'art, tu sais, où quand on entre là, il faut y aller en silence, puis tu sais, si on va à deux, on échange à voix basse, puis ça a quelque chose du temple, là, de l'art, tu sais, de l'église, où on va se recueillir, observer. Donc, puis c'est encore très présent, cette façon-là d'aborder l'art. Puis c'est correct aussi parce que, tu sais, l'art, c'est une relation qu'on instaure avec des univers d'artistes qui est assez personnelle. Ça vient toucher les émotions, ça peut toucher l'intellect. Et ça prend ça prend une certaine disposition si on veut apprécier l'œuvre d'art comme il faut. Fait que de venir mettre des dispositifs en salle qui font du son, de la lumière, toutes sortes de trucs, ça peut venir complètement déranger cette relation-là. Donc, dans les musées d'art, puis je l'ai vu dernièrement, j'ai assisté à un colloque en Suisse sur justement le numérique et les musées. On est assez, règle générale, prudent avec le numérique, à tout le moins en salle d'exposition. Ce que j'ai vu beaucoup, c'est des musées qui ont présenté leur site web, comment ils ont mis leur collection accessible en ligne, comment ils sont présents sur les réseaux sociaux, comment ils créent de l'engagement avec leurs visiteurs par le web, etc. Mais très, très peu de projets in situ, donc vraiment de numérique qui vient mettre en valeur l'exposition sur place une fois qu'on est rendu au musée. On est très pré-visite et post-visite, mais très peu en accompagnement de la visite. Mais ça, c'est important dans l'expérience utilisateur telle que moi, j'en parle ou qu'on m'en parle dans les entrevues depuis un an. C'est beaucoup l'avant et l'après aussi. Donc,
Vous en prenez compte, je l'ai vu dans des articles en préparant l'entrevue, ça se fait beaucoup. Donc, on prépare, on initie les gens à ce qu'ils vont voir, puis après, on peut faire un suivi avec eux aussi. Mais donc, il y a encore un petit côté conservateur dans le pendant. Je te parle des musées d'art en général, là, je dirais que oui. Dans ma pratique personnelle, parce que moi, c'est vraiment ça, mon travail. Je suis responsable de la médiation numérique, donc je ne fais pas les réseaux sociaux, je ne suis pas au com, je suis vraiment pour accompagner la visite de nos visiteurs en salle. Ah, c'est ça la médiation. C'est ça la médiation. D'accord. La médiation, en fait, c'est le nouveau nom qu'on a donné à plusieurs départements d'éducation dans les musées. Ah. Mais dans la médiation, il y a un rapport beaucoup plus égalitaire, je dirais, qu'éducation. Tu sais, éducation, justement, ça fait un peu le musée, le détenteur du savoir, puis vous venez apprendre ce qu'on a à vous dire. Alors que la médiation, c'est plus de venir créer un trait d'union entre ce qui est présenté dans les salles et les visiteurs. Donc, c'est de faire un lien. Pas nécessairement une position d'autorité de détenteur du savoir, mais de juste venir trouver la bonne manière pour que tout ça connecte puis que ça prenne. C'est un twist intéressant parce que les gens peuvent, à un certain âge, après avoir passé à travers l'université, la maîtrise, toutes sortes de trucs comme ça, se dire, moi, de l'éducation, je n'ai plus besoin, c'est pour les plus jeunes. Donc, c'est un terme qui est plus rassembleur. Là. C'est un terme qui est plus rassembleur. Puis, tu sais, il faut comprendre aussi que l'art, même si c'est, très apprécié, tu sais, règle générale, il y a beaucoup d'expositions qui attirent beaucoup de gens, mais c'est pas quelque chose qu'on maîtrise très naturellement. Tu sais, si on regarde le programme du ministère de l'Éducation du Québec, par exemple, dès le primaire, on fait des cours d'art plastique, on apprend à maîtriser des techniques, des méthodes. On n'a pas beaucoup de cours d'histoire de l'art. Là. Il y a des profs au secondaire d'art plastique qui sont super motivés, qui sortent leurs élèves au secondaire, mais ça fait pas intrinsèquement partie du programme. Puis encore là, au cégep, c'est un choix, même chose à l'université. Donc, la majorité de la population au Québec n'a pas de base en histoire de l'art autre que si elle s'y est intéressée. Et ça fait pas qu'on n'est pas bon, ça fait pas qu'on est niaiseux, ça fait pas qu'on peut pas comprendre l'art ou ressentir quelque chose en voyant une œuvre d'art, ça fait pas qu'on doit aller faire un bac en histoire de l'art avant de se présenter au musée, mais ça fait que parfois, on peut un peu se demander ce qu'on nous présente. Et justement, le rôle de la médiation, c'est de dire, bien, vous êtes tout à fait capable de recevoir ça, voici une belle porte d'entrée pour y arriver. Mais vraiment, j'aborde mon travail comme un travail de médiation et pas d'éducation. Et pour moi, c'est vraiment important. L'idée, c'est vraiment de venir dire aux gens qui sont capables d'apprécier ce qu'ils voient, puis qui peuvent non seulement recevoir quelque chose, mais aussi participer puis en tirer quelque chose. Ah, mais c'est quoi donc à ce moment-là la participation qu'on s'attend en tant qu'utilisateur et en tant que musée? C'est quoi comment vous créez cette relation-là? On y travaille toujours. On a une méthode de travail ici qui est très, je dirais, en anglais, on dirait baby steps. Donc, on y va pas à pas. Essai, erreur, beaucoup d'essais, plusieurs erreurs. On vit bien avec ça. On a commencé par mettre sur pied un outil d'accompagnement aux expositions qui s'appelle le Media Guide. Donc, pour remplacer notre ancienne flotte d'audio guide, qui nous permet d'intégrer de l'image, qui nous permet d'intégrer de la vidéo aussi quand c'est nécessaire. Mais encore là, l'idée, c'est pas de venir mettre un écran entre le visiteur et l'œuvre d'art, puis qui regarde juste son écran, qui regarde pas du tout ce qui est exposé en salle, puis qui passe tout droit. Donc, il va assez parcimonieusement avec l'image et la vidéo. Mais une fois que ça a été mis en place, là, on commence à s'amuser un peu plus, je dirais. Et un des premiers projets plus interactifs que j'ai produit ici au musée. Je l'ai fait l'automne dernier dans une exposition qui mettait en valeur le travail de John Mitchell et de Jean-Paul Riopelle. Okay. Donc, ces deux artistes-là, c'était un couple dans la vie pendant 25 ans. Et de leur vivant, leurs œuvres n'avaient jamais été exposées côte à côte dans une grande rétrospective. Oh. Ça vient d'être fait au musée. Et il y a des liens très, très évidents. Je dirais, c'est pas de la copie, là, mais il y a clairement une influence mutuelle dans le geste, dans les couleurs, dans les c'est normal, en plus. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant, ça. Et déjà, l'exposition en tant que telle avait un discours très, très fort. Il y avait a priori pas besoin de médiation pour comprendre comment ces œuvres-là se parlaient. Il suffisait de regarder, on voyait, on comprenait. Par contre, un des commentaires qui revient souvent, c'est de l'art abstrait. Un des commentaires qui revient souvent à propos de l'art abstrait, c'est « Ouais, mais c'est pas bien dur à faire. » C'est des taches de couleur, c'est... Fait,
suis partie de ça dans ma réflexion, puis je me suis dit, ben, dans le fond, pour comprendre à quel point c'est pas facile, il n'y a rien comme l'essayer. Oh. Et donc, c'est sûr que dans les musées d'art, on fait traditionnellement des ateliers depuis toujours, pratiquement, ça fait partie de notre ADN. Mais là, John Mitchell, Jean-Paul Riopelle travaillait à la peinture à l'huile avec des spatules, des couteaux, un peu de pinceau, mais quand même du matériel assez salissant, assez coûteux. Puis surtout, il travaillait sur des très, très grands formats. Mm-hmm. Et donc, ça aurait été complexe d'organiser un atelier comme ça dans la vraie vie, je dirais. Donc, ce qui est sorti de ça, c'est un dispositif qu'on a développé avec Saga, qu'on a appelé Peindre le geste, qui est un meuble sur lequel il y a une grande vitre où on peut appliquer un pinceau, une spatule et un couteau. On peut sélectionner 10 couleurs qui proviennent des œuvres de John Mitchell et Jean-Paul Riopelle. Donc, à une certaine époque, ils avaient le même vendeur de couleurs et on savait qu'ils utilisaient les mêmes couleurs. Donc, on a sélectionné ça à partir de leur tableau de la fin des années 50. Les 3 outils qu'ils utilisaient et les gens pouvaient donc peindre sur la vitre, appliquer les outils sur la vitre et c'était projeté devant eux sur un format comparable aux toiles de Riopelle et Mitchell, c'est-à-dire de mémoire, là, je pense que c'était presque 6 pieds par 9 pieds, donc quand même grand. Donc, l'idée, c'était de faire quelque chose de très ludique, d'une part, parce qu'il n'y a rien comme quelque chose d'amusant pour donner le goût d'y aller, et quand même de montrer aux gens que ces outils-là, c'est pas si facile. Et le logiciel que Saga a utilisé est très intéressant. C'est un logiciel qui s'appelle Rebelle et c'est un genre de Photoshop qui imite très, très bien les effets artistiques. Et donc, on venait vraiment bien recréer le comportement de la peinture à l'huile, la texture que la spatule, le couteau, le pinceau pouvaient donner et le mélange des couleurs aussi. Donc, qu'est-ce que ça fait si je viens mettre une épaisseur de bleu par-dessus un petit fond de blanc? Oups, OK, ça crée un bleu comme ça. Donc, on pouvait jouer beaucoup avec ça et sur une petite surface, c'est intéressant, mais d'avoir à remplir une grande, grande surface, tout à coup, ça devient complexe. Puis là, on essaie d'équilibrer, puis c'est pas évident, puis ça, on fait des tâches, puis ça part tout croche. Finalement, c'est pas facile à faire. Et c'est un peu l'objectif de ça. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, il y avait là, à ce moment-là, une façon pour l'utilisateur de se mettre dans la peau des gens qui, peut-être, comme tu dirais, c'est vrai que des fois, les gens disent « Oh, c'est facile à faire, c'est juste des coups de pinceau. » Ouais. Alors, à ce moment-là, ils se retrouvaient dans cette position-là d'avoir à l'essayer, à comprendre que c'était difficile. Puis la technologie rentrait en ligne de compte là-dedans pour les aider à le figurer sans se salir les mains. Exactement. Et bien sûr, comme on est de notre temps, c'était possible de le partager sur les réseaux sociaux ou de se l'envoyer par courriel aussi. Et ça a eu vraiment beaucoup de succès, cette installation-là. Ça couvrait l'aspect après, donc dans l'intervention avec l'utilisateur. Voilà. Vous alliez chercher tout ce que les amis et les amis des amis allaient voir, qui avaient produit eux-mêmes au musée. Exact. Super idée, ça. Et en fait, cette installation-là, c'était assez volumineux quand même, c'était assez grand. Et on a fait le choix de la placer en salle d'exposition, mais un petit peu en retrait par rapport au tableau, pour pas justement venir parasiter l'expérience du visiteur avec les œuvres elles-mêmes directement. Donc, on faisait un premier tour de l'exposition, on pouvait s'inspirer de ce qu'on voyait pour ensuite aller essayer l'installation. Et c'était en quelque sorte, c'était oui dans la visite, mais en même temps en continuité avec la visite. Donc, il y avait quelque chose du pendant et du post. Et ça a eu un effet assez, je dirais, inattendu aussi, cette installation-là. Dans la mesure où je parlais tout à l'heure du fait que quand on va au musée d'art, en général, on ne parle pas, on est très silencieux. Et là, tout à coup, cette patente-là a créé du dialogue en salle. C'est-à-dire que quelqu'un s'approche, prenne le pinceau, commence à mettre 2-3 touches de couleur pour que quelqu'un d'autre, qui ne connaissait pas pantoute, s'installe derrière, observe, commente un petit peu, attendre son tour finalement, et là, une petite file, une petite masse se construit, et des gens qui se sont mis à échanger comme ça sur, oui, l'installation en tant que telle, mais commenter le travail artistique de l'autre, tu devrais mettre du bleu par ici, alors moi je prendrais la spatule dans ce coin-là, donc quelque chose du geste créatif collectif puis du dialogue qui est né à un endroit où on ne l'attendait pas du tout. On est en redéploiement de nos collections en ce moment. Il y a un des pavillons du musée qui est fermé. Et on va ouvrir 5 nouvelles salles permanentes en novembre.
Et bien sûr que l'occasion est assez belle de penser justement à des petits numériques pour mettre en valeur tout ça. Et je peux pas vous en dire grand-chose. C'est sous le couvert du secret, alors. Je peux m'avancer légèrement peut-être pour dire que notre histoire de l'art au Québec, la collection nationale qu'on a ici au Musée national des beaux-arts du Québec, c'est une collection qui a été constituée au fil des années à travers certains regards sur l'art actuel et ancien qui étaient très marqués par leur époque. Et avec le recul, la collection a commencé à se constituer au début des années 20. Avec le recul, on se rend compte qu'on avait certains biais dans les acquisitions qu'on a faites, qu'il y a des trous dans nos collections. Donc, on pense aux artistes autochtones, aux artistes femmes, aux artistes immigrants, aux artistes anglophones, qui sont sous-représentés par rapport à l'importance qu'ils ont eue dans notre histoire de l'art. Et bien sûr, maintenant, on a les œuvres qu'on a. On a des conservateurs qui travaillent très, très fort pour faire des acquisitions, pour venir combler ces trous-là, mais parfois, c'est juste plus disponible, c'est juste plus accessible. Donc, le numérique devient une très, très belle porte d'entrée vers ces contenus-là qu'on ne peut pas exposer en salle. Donc, on peut donner une voix ou montrer ce qu'on n'a pas, mais qui a quand même existé à l'époque de ces œuvres réelles-là qu'on expose. Tu sais, on parlait de l'expérience UX, justement, puis il y a un des grands principes à la base de l'expérience UX que je trouve qui est parfois oublié dans les musées. Et en général, je dirais même pas juste dans les musées, mais c'est de se concentrer sur le contenu avant de décider du contenant. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et on le voit de ces temps-ci, c'est des conversations que j'ai souvent avec des gens qui travaillent dans le milieu culturel parce qu'il y a le Pacte culturel numérique du Québec qui octroie des sommes pour que les lieux de diffusion culturelle, etc., puissent faire du numérique. Et là, j'ai des gens qui me disent « Oh, j'aimerais ça faire une app, j'ai de l'argent pour faire une app, faut que je fasse une app, ou je voudrais faire de la réalité virtuelle. » Mais qu'est-ce que tu as à dire? Donc, la première des choses, c'est pas de... Il y a plein de modes, hein, là, la réalité virtuelle, augmentée, mixte, les trucs immersifs, il y a plein de modes. Mais si ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien de faire du numérique. Il y a tellement de choses qu'on peut faire de façon traditionnelles qui sont très efficaces. Puis justement, les lieux de diffusion culturelle, on est bon là-dedans parce qu'on est habitué de fonctionner avec des budgets qui sont souvent tronqués et on est créatif. Donc, on est capable de faire plein de trucs. Le numérique, il faut vraiment que ça vienne, à mes yeux, il faut vraiment que ça vienne ajouter quelque chose ou faire quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est le grand principe qui guide mon travail, en fait. C'est merveilleux. On ne pouvait pas terminer l'entrevue sur une plus belle conclusion. Anne-Josée, je te remercie énormément pour l'entrevue. Ça me fait plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur l'expérience dans un espace muséal, nous vous conseillons d'aller lire l'article du Devoir « La technologie au service de l'expérience muséale ». Vous pouvez également consulter les vidéos « Le musée au défi »,« Quel rôle pour l'innovation numérique ». Vous retrouverez l'ensemble de ces sources sur notre site Internet. C'est déjà la fin de cette édition de The UXer. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, à partager nos épisodes. Vous pouvez aussi nous mentionner sur Facebook, Twitter, Instagram. C'est toujours très apprécié. Nous aimerions également remercier les Vues et Voix pour les studios d'enregistrement et également Perrine 20 pour son identité graphique de UXer. Si vous voulez parler à Jean-François ou à moi, vous pouvez également nous rejoindre sur les médias sociaux ou sur le site internet theuxer.com. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir!